J'appelle à me rejoindre tout de suite Laurent Roquin qui va me rejoindre pour la FIDI. Bonjour Laurent. Et Olivier Ponty qui va me rejoindre pour la FEDEREC. Si je ne me trompe pas, bonjour Olivier. Voilà, je vous laisse vous asseoir. Vous avez chacun un micro et une chaise. Et puis on a également Jérémy Bernard qui est avec nous à distance, parce que vous êtes à Toulouse, Jérémy. Merci d'être avec nous à distance. Vous nous entendez, Jérémy ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous, on vous entend bien aussi. Donc on avait dit qu'on ferait peut-être un premier tour de table de présentation pour vous présenter rapidement. Jérémy, tiens, je vous laisse commencer alors du coup. Merci. Donc, je suis Jérémy Bernard, je travaille à la direction de l'action économique à Toulouse Métropole et je suis en charge de la coordination du projet européen Life Ways to Build, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Voilà, on va en reparler. Olivier, alors, pour vous présenter. Oui, bonjour. Bon, moi, ça va être un petit peu plus long comme présentation. Donc, je suis président de FEDEREC BTP, donc la Fédération des entreprises du recyclage. Et donc dans la branche BTP. Et à côté de ça, je gère quelques sociétés. Une qui fait que j'adhère à FEDEREC, qui est une entreprise de tri et de collecte de déchets de chantier. Et l'autre qui est un bureau d'études qui s'appelle Ambiante et qui est diagnostiqueur avant travaux, donc diagnostiqueur PEMD, entre autres, diagnostiqueur ressources aussi, et qui est spécialisé dans la maîtrise d'œuvre de démolition et l'économie circulaire. Voilà, et tout ça basé à Toulouse. Voilà, merci à vous. Et puis on a découvert, Olivier, qu'on avait fait la même école. Bon, il y a quelques années. À quelques années, mais proches l'un de l'autre, à Toulouse, l'INSA à Toulouse, pour ne pas le citer, en génie civil. Donc, merci d'être là. Et Laurent Roquin, donc, pour vous présenter. Bonjour à tous, je suis le vice-président de la FIDI, animateur de FIDI, donc FIDI, Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. J'anime le groupe de travail Amiante Plomb PEMD, puisqu'on a fait évoluer ce groupe de travail pour s'adapter à cette évolution réglementaire. Et par ailleurs, je dirige le groupe Sodiatech, qui est spécialisé dans les repérages avant travaux et donc dans le diagnostic PEMD. Voilà, merci Laurent d'être avec nous aussi, puis d'avoir été là aussi ce matin pour la partie amiante, parce que c'est un sujet que vous connaissez particulièrement également. Alors Laurent, peut-être pour commencer, on va continuer sur ce tour de table et sur les discussions. Pour commencer, peut-être on peut cadrer un peu ce que c'est, disons, PEMD, décrypter les initiales et puis dire un peu ce que ça comprend comme diagnostic. C'est quoi l'obligation PEMD ? Alors, PEMD, c'est l'acronyme pour produits, équipements, matériaux, déchets. Et c'est du coup un diagnostic qui s'inscrit dans un contexte déjà global d'éco-responsabilité. On se rend compte qu'il y a un changement de paradigme, en fait. Pour tout bâtiment en fin de vie, on ne le voit plus essentiellement comme un déchet, mais comme une ressource. L'idée, c'est qu'on a bien sûr des tensions sur les matières premières, qu'on a des perspectives optimisme pour le réemploi et pour l'économie circulaire. Et ça s'inscrit du coup dans l'éco-responsabilité, fruit d'une loi en fait qui s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc ce contexte réglementaire en fait a fait évoluer ce qui existait dans un environnement réglementaire de 2011, qui était un diagnostic déchets dans les opérations de bâtiments. Et on a fait évoluer ce diagnostic déchets en diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. Oui, en termes d'évolution, peut-être Olivier, pour continuer, en termes d'évolution par rapport au diagnostic déchets, c'est quoi les grandes différences qu'il y a aujourd'hui avec le PEMD ? Alors, deux choses. Effectivement, comme je vous disais, FEDEREC, on s'intéresse aux matières recyclées. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on génère 32 millions de tonnes
de ce qu'on appelle les MPIR, histoire de mettre quelques acronymes encore pour rigoler. Donc matières premières issues du recyclage. Donc c'est-à-dire que grâce à une bonne collecte et un bon recyclage, on génère 32 millions de tonnes de matières qui ne sont pas prises dans les matières premières. Okay, de par le diagnostic PEMD, eh ben, ça va continuer à se développer. Et nous, ce qu'on attend, et c'est pour ça, j'y reviendrai, qu'on a participé à l'élaboration d'une formation titrante, on attend à ce que les diagnostics servent vraiment, puisque c'est vrai que le diagnostic déchets, il n'y en a qu'à peine 5% qui était fait par rapport à ce qu'aurait pu être fait réglementairement, alors qu'il était réglementaire. Hein. Il n'y en avait que 5% qui se faisait. Et nous, c'est-à-dire les autres n'étaient pas réalisés. N'étaient pas réalisés, ouais. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, on en attend une connaissance beaucoup plus fine des matières qui seront recyclables. Et c'est pour ça que le diagnostic PEMD, un diagnostiqueur, aujourd'hui, il doit avoir des connaissances, bien sûr, réglementaires, des connaissances de filière, il doit avoir des connaissances logistiques, des connaissances économiques, des connaissances dans le bâtiment, de structure, parce qu'il faut qu'il se pose une question quand il regarde un bâtiment très finement sur comment il a été construit et donc comment, quand il va être démoli, tout ce qu'il va générer comme déchets, sachant que la porte d'entrée initiale, c'est le réemploi, c'est-à-dire qu'il doit aussi identifier tout ce qui ne sera pas un déchet potentiellement et qui peut être réemployé ou réutilisé. Oui. Laurent, donc du coup, pour les diagnostiqueurs, je dirais c'est encore un nouveau métier. Et effectivement, est-ce que tous les diagnostiqueurs vont pouvoir aller sur ce métier? Il y a une montée en compétences et puis on voit à quel point cet état des lieux initial est important parce qu'effectivement, toute une filière derrière attend des éléments à partir de ce qui va être décrit. Bien sûr. C'est une opportunité pour les diagnostiqueurs, bien évidemment, qui sont des professionnels et des techniciens de la construction, des gens qui sont formés, habilités pour rentrer dans des bâtiments et pour repérer des polluants comme l'amiante et comme le plomb. Rappelons que du coup, une interaction sur un produit amianté, en fait, pourrait ne plus être une ressource demain. Il y a une analyse particulièrement pertinente à réaliser sur les diagnostics amianté plomb pour en détourer du coup un diagnostic réemploi possible. D'où une opportunité pour les opérateurs de repérage, bien évidemment, de développer cette activité en respect avec la réglementation, puisqu'il y a un décret en fait encadre la pratique de ce nouveau diagnostic, et il est bien évidemment nécessaire pour notre profession d'en comprendre et d'en détourer les attentes pour se former et pour être en capacité de façon très professionnelle d'apporter une complémentarité à leurs clients maîtres d'ouvrage sous l'angle de cette nouvelle obligation réglementaire. Oui, donc c'est complémentaire des activités qui sont réalisées en amiante et plomb. Juste pour repréciser, je ne crois pas qu'on l'ait précisé, les dates de mise en application de ce diagnostic, parce il y a eu un petit flottement quand on a préparé cette conférence parce qu'il y a des arrêtés qui sont en attente. Enfin, tout n'est pas encore applicable. Peut-être Olivier. Oui, c'est vrai qu'il y a la volonté. Et aussi les bâtiments qui sont concernés par ces types de diagnostics. Hein. Oui. Il y a la volonté ministérielle et puis après il y a la réalité des textes qui sont élaborés. Donc le diagnostic PEMD devait être appliqué depuis le 1er janvier 2022. Ça a été repoussé à juin 2022. Mais sachant qu'on attend toujours, alors entre le mot arrêté et décret, je suis peut-être pas hyper juste, mais en tout cas l'élément qui va faire que le PEMD va devenir complètement opposable, parce qu'on attend les CERFA. Jusqu'à maintenant, dans le diag déchets, on faisait un récollement, on envoyait à l'ADEME le résultat du diag déchets. Bon, là maintenant, dans les textes, il est défini que c'est le CSTB qui doit centraliser tout ça, mais pour ça, il doit y avoir des CERFA et des documents qui définissent la présentation. Et il faut le temps de les élaborer. Ils n'ont pas été aussi vite que le texte. Donc, ça sera normalement tout ça bouclé pour le 1er janvier 2023. Malgré tout, et c'est très optimiste pour la profession, autant le diag déchets, comme j'ai dit, il s'en faisait très peu, autant là, on voit que, alors que tout n'est pas encore opposable, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage publics, essentiellement, qui se veulent être exemplaires et font beaucoup de diag PEMD d'ores et déjà.
Ouais, on va y arriver avec Jérémy et Bernard pour Toulouse Métropole, mais dans quelques minutes. On n'a pas listé les bâtiments alors qui sont concernés. Peut-être pour les lister, Laurent. Très bien. Alors, déjà, je voudrais repréciser en fait les objectifs de ce diagnostic PEMD. Il faut le considérer comme le premier maillon d'une chaîne vertueuse sur laquelle vont s'appuyer les acteurs en fait du réemploi, puisque l'objectif de ce diagnostic, c'est en premier lieu essayer de détourer le réemploi des produits, des équipements, des matériaux qui seront présents dans un bâtiment. En premier lieu, le réemploi. En deuxième, la réutilisation. Ensuite, le recyclage, puis si tout ça n'est pas possible, la valorisation énergétique, et enfin, le déchet ou du coup le stockage du déchet. Ça, c'est l'objectif principal. La valorisation énergétique, c'est qu'on vient à brûler le déchet. Hein. C'est ça. Du coup, les diagnostics sont obligatoires dans le cadre des démolitions ou des rénovations significatives de plus de 1000 m². Alors, donc c'est obligatoire dans le cadre des démolitions des bâtiments de plus de 1000 m². Et les rénovations significatives, eh bien, il y a une définition sur la rénovation significative. C'est plus de 2 corps d'État listés en fait dans le texte qui sont à plus de 50% impactés par la rénovation. Et là, il devra y avoir un diagnostic qui sera opéré et qui sera du coup qui devra rentrer dans les lignes de transmission du diagnostic au CSTB et de récollement par le CERFAC évoqué. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. C'est vrai que ce concept de rénovation, c'est nouveau. Avant, c'était que les démolitions à partir de 1000 m². Et le grand plus, c'est que toutes les rénovations qui se faisaient, des fois, donc du coup, sans diag amiante aussi, vont maintenant être encadrées par cette démarche et c'est très positif. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les rénovations énergétiques qui se font, par exemple, une isolation thermique par l'extérieur, couplée avec de la ventilation, donc sur lesquels on va travailler sur les façades, des rénovations de bâtiments un peu classiques sur lesquels on va travailler sur un bâtiment, la toiture par exemple. Est-ce que ça va rentrer dans cette obligation ? Alors il y a une définition précise, hein, c'est donc plus de 50% de 2 corps d'État listés, par exemple 50% des cloisons sèches qui sont changées ou remplacées dans le bâtiment avec 50% de la plomberie ou du chauffage, eh bien, il y aura obligation, dès lors où le périmètre des travaux est sur plus de 1000 m², de procéder au diagnostic. Ah oui, donc c'est une typologie de matériaux ou d'éléments. Dès lors qu'on dépasse 50% sur le corps d'État, ben on est concerné par ce diagnostic. Ce qu'il faut retenir, c'est rénovation significative et s'emparer de la définition qui fera l'objet d'ailleurs d'une précision dans un arrêté à venir. Oui. Sur les maîtres d'ouvrage, juste avant de venir à Jérémy, sur les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, en l'occurrence vos clients, est-ce qu'ils sont aujourd'hui très demandeurs de ces diagnostics PEMD et est-ce qu'ils sont proactifs aujourd'hui ? Alors c'est ce que je disais, oui, ils sont assez vertueux. Les maîtres d'ouvrage publics, de toute façon par la loi AGEC, sont encouragés à être exemplaires. Et moi j'avoue qu'ils y sont, donc tant mieux. Après, ce qu'ils veulent, tout ça c'est très nouveau et ils ont peur de l'inconnu et de travailler avec des gens qui ne soient pas à la hauteur des attentes. D'où, si je peux me permettre, de revenir à la formation, parce qu'ils attendent des gens qui soient formés et d'une manière claire. Donc c'est pour ça que on sait que dans le monde de la formation, on peut avoir de tout. Et que, entre autres, FEDEREC a travaillé sur ce nouveau métier diagnostiqueur PEMD et a fait en sorte de créer une formation certifiante avec une inscription RNCP, où là, du coup, on a un diplôme d'État. Donc, les gens qui auront suivi cette formation pourront... ça sera une preuve quand même d'un minimum de qualité et de leurs compétences. Et ça, c'est, je pense, très important et rassurant pour que... comme je le disais, c'est pas du tout. Je vais avoir mes amis bouchers qui vont pas être contents. Mais avant, un apprenti boucher pouvait se reconvertir en quelques jours pour faire un diagnostic déchets. Heureusement, maintenant, non, parce qu'il y a des prérequis, comme il y a pour les diag amiantes. Et heureusement, c'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui peut faire un diag PEMD, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire appel à un ensemble de compétences. Alors, Jérémy, Bernard, pour Toulouse Métropole, effectivement, on est ravis que vous soyez avec nous, puisqu'à Toulouse, où la métropole
si on dit du Grand Toulouse, métropole toulousaine. On dit Toulouse Métropole. Toulouse Métropole, voilà, je n'étais pas dans le bon ordre. La Toulouse Métropole a mis en place une démarche vertueuse autour de ce sujet du diagnostic PEMD, et donc même est allé plus loin. En tout cas, vous allez nous décrire ce que vous avez fait et ce que vous faites. Oui, alors voilà, la Toulouse Métropole a une politique de développement économique, et dans le cadre de cette politique de développement économique, il y a eu tout un axe sur l'économie circulaire, avec plusieurs feuilles de route, dont une feuille de route qui est dédiée à la mise en place de l'économie circulaire pour les déchets du BTP, sur les chantiers du BTP. C'est dans ce cadre-là qu'a été proposé, donc avec 6 partenaires, de mettre en place un projet, de proposer à l'Europe un dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle LIFE, sur des programmes généralement sur les politiques environnementales. Donc là, il a été proposé donc de développer tout un ensemble d'actions jusqu'à 2026. Donc on a obtenu de l'Europe un financement, donc un budget au total de 2,7 millions, avec 55% donc de financement européen. Et l'objectif, comme je le disais, c'est vraiment de créer la filière, de créer une dynamique territoriale sur le territoire, vraiment créer l'ensemble des conditions qui vont permettre le développement de l'économie circulaire dans le BTP. Et donc, je vais peut-être citer les partenaires quand même du projet. Donc, il y a le CSTB, il y a TBS qui est l'école de commerce de Toulouse, et il y a Cinétique qui est une association qui est notre AMO réemploi, qui accompagne les chantiers sur lesquels je reviendrai. Il y a Envirobat Occitanie, le centre de ressources du bâtiment, la FFB 31, donc pour les entreprises du bâtiment, et l'INEC, l'Institut national d'économie circulaire. L'ensemble de ces partenaires on a des actions, chacun est responsable d'actions. Et le cœur du projet, c'est 58 chantiers exemplaires sur lesquels il va y avoir des objectifs forts de valorisation matière. Donc dans le cadre de justement les déchets, on va du chantier de déconstruction, on va être à 85%, c'est-à-dire bien au-delà des 70% réglementaires aujourd'hui. Et en matière de réemploi, aller sur un objectif de 5% de réemploi en coût des fournitures. Donc des objectifs ambitieux sur des chantiers exemplaires sur lesquels donc l'AMO Cinétique est là pour accompagner la commande de diagnostic PEMD, accompagner la réception et l'analyse de ces diagnostics, la création de boucles entre les différents chantiers sur la métropole, et enfin assurer un bilan, un suivi pour avoir des données réelles sur ce qui s'est passé sur ces chantiers. Oui. Donc Jérémy, on a au niveau de ces objectifs que vous avez de valorisation de matière et de réemploi, vous allez au-delà de la réglementation. Là, il faut rappeler ce qu'est la réglementation. Est-ce que vous proposez? La réglementation, comme je disais, c'est 70% de valorisation matière sur la déconstruction, et il n'y a pas d'objectif aujourd'hui sur le réemploi. Donc là, il y a un vrai engagement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'action là ne concerne pas juste Toulouse Métropole sur quelques opérations exemplaires, mais vraiment l'ensemble pas l'ensemble, mais un certain nombre. Donc là, on a organisé la signature d'une charte économie circulaire dans les chantiers du BTP. On a eu 24 signataires. Donc on a syndicat mixte des transports, la SEM d'aménagement, on a des bailleurs sociaux, beaucoup de promoteurs privés également, des communes, la Toulouse Métropole évidemment. Et donc l'ensemble de ces signataires s'engage donc à développer l'économie circulaire sur ces chantiers de manière concrète sur ces objectifs, donc les objectifs chiffrés que j'ai signés, mais également un engagement à lancer des diagnostics PEMD dès 200 mètres carrés. C'est-à-dire aller encore une fois au-delà de l'objectif de la réglementation actuelle. Oui, donc c'est 5 fois moins que la réglementation. Hein. Voilà, donc l'idée, ça a été discuté âprement avec les différents signataires, mais l'idée c'était vraiment d'être justement volontariste, de dire pour que le réemploi se mette en place, il faut qu'il y ait un certain nombre de diagnostics, pour qu'il y ait un certain nombre de ressources qui soient disponibles en même temps. Donc d'une part, on va rendre obligatoire, pas obligatoire, mais on va s'obliger, tous ces maîtres d'ouvrage, on va s'obliger à avoir un certain nombre de diagnostics, et ensuite on va s'obliger à les mettre à disposition sur une plateforme numérique locale de présentation des matériaux
et qui seront identifiés dans le cadre des diagnostics PEMD, ils vont être rendus visibles sur cette plateforme numérique pour les chantiers de construction ou d'aménagement. Oui, donc là, on parle bien bâtiments et travaux publics. Une place de marché, des matériaux qui sont disponibles. Est-ce que ces matériaux... Alors, c'est pas, pardon, juste une petite précision pour être bien précis, c'est pas une place de marché dans l'idée où il n'y aura pas de transaction financière via cette plateforme, mais c'est une mise à rendre visible et permettre la mise en lien d'un potentiel, de quelqu'un qui met à disposition une ressource et un potentiel acheteur. Est-ce que vous pensez que ça va se vendre finalement, une personne qui disposera d'une ressource à réemployer? Est-ce qu'il y a un marché derrière? Alors, on observe déjà, parce que les chantiers exemplaires ont déjà commencé, on a des ressources et des exemples très enrichissants, parce qu'on a des exemples de business model qui se montent sur des ressources qui ont été déconstruites, avec un démontage et une remise en palette et qui ont été vendus. Donc, avec un bénéfice pour celui qui a déconstruit parce qu'il a pu vendre plus cher. Au lieu de mettre à la benne, il a vendu quelque chose de paletté. Et un bénéfice pour celui qui a acheté, qui a eu lui-même 2 bénéfices. 1, moins cher quand il a acheté. Et 2, disponible immédiatement, alors que sur le produit brut, il est neuf, comme classiquement, il aurait été à 6 mois de délai. Donc, on a déjà des retours d'expérience comme ça. Oui, on va y revenir. Merci pour ce témoignage. Mais on va revenir à vous. Effectivement, en plus, c'est local. C'est pas bio et de saison, mais c'est déjà local. Et donc, effectivement, en termes de transport aussi, c'est vertueux pour les matériaux. La question que je me posais, Olivier, c'est est-ce que Toulouse est la seule métropole à avoir mis en place une telle démarche, ou il y a d'autres métropoles? Est-ce qu'au Fédérec, vous avez eu des échos d'autres métropoles qui auraient mis en place des démarches similaires? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour répondre parce que moi, je m'occupe essentiellement de déchets. Donc, pour Toulouse, effectivement, je peux dire que c'est très vertueux. Il y a d'autres métropoles, effectivement, qui se sont lancées. Je ne pourrais pas vous en faire la liste de manière exhaustive. Par contre, j'aimerais en profiter pour dire une chose. Il faut faire attention que par rapport au réemploi, le DIAC PEMD, c'est la première porte réglementaire et obligatoire, d'accord ? Mais qu'après, il y a toute une démarche de valeur qui existe avec le DIAC ressources où des fois, on fait un amalgame. Hein, le DIAC PEMD, pardon, du lapsus, il est là pour effectivement sensibiliser sur ce qui est réemployable et faire un travail très exhaustif sur l'ensemble des déchets. D'accord ? Alors que le DIAC ressources, lui, va se focaliser sur ce qui est réemployable et qui va permettre à ce qu'un matériau où on se dit tiens, il y a un potentiel, va devenir, on va pouvoir le céder, d'accord, par un acte administratif, et il va pouvoir être éventuellement être réassuré et avoir un blanc-seing d'un bureau de contrôle. C'est pas tout à fait le même travail, parce que dans un DIAC PEMD, encore une fois, on sensibilise, mais on ne fait pas un travail aussi poussé que dans un DIAC ressources. Donc déjà, il y a cet amalgame sur lequel je tiens à dire, sachant que le DIAC ressources, lui, n'est pas obligatoire. Donc ça veut dire que le maître d'ouvrage qui se lance là-dedans est vraiment dans une démarche vertueuse et volontaire d'aller dans le réemploi. Oui, d'aller vers le DIAC ressources. Donc on va parler contenu du rapport, Laurent, pour aller un peu dans le détail de ce que fera le diagnostiqueur qui sera formé, on a compris, et compétent pour réaliser ce sujet. Alors j'avais juste une question aussi subsidiaire. Je me disais, mais en vous écoutant, mais est-ce que demain, ce ne sera pas plutôt un diagnostiqueur qui fera le diagnostic PEMD et qui viendra sous-traiter la partie amiante et plomb, parce que finalement, ça fera partie d'un tout? Oui, alors on peut imaginer effectivement que demain, des diagnostiqueurs se spécialisent dans le diagnostic PEMD et du coup, par le biais du contrat, commandent des prestations de repérage amiante-plomb, même si c'est au maître d'ouvrage du coup de circonscrire ses obligations réglementaires dans le cadre de la prévention des risques professionnels. On en parlait ce matin sous l'angle des repérages obligatoires, et je rappelle vraiment l'importance pour les maîtres d'ouvrage de cadrer du repérage amiante avant travaux ou avant démolition, du diagnostic plomb avant travaux ou avant démolition, et aussi du diagnostic thermite si jamais on est dans les zones à risque thermite. Ça, c'est bien circonscrit du coup dans le cadre du décret que ces repérages doivent être transmis à l'opérateur qui procédera au diagnostic PEMD. Alors, sous l'angle du contenu du rapport, je pense que c'est important d'éclairer les internautes, les auditeurs.
Le rapport PEMD, en fait, il va fournir la nature, la quantité, la localisation des ressources présentes dans le bâtiment sous l'angle des matériaux, des produits et des équipements. Et il va également quantifier les déchets avec les indications de classification que ces déchets doivent, des filières de déchets. Par ailleurs, le rapport, en fait, va déterminer, évaluer l'état de conservation avec toutes les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, voire d'élimination de ces produits, équipements et matériaux. Ensuite, dans le rapport, il devrait y avoir les indications sur les précautions de dépose, de stockage et de transport. Voilà, en gros, en synthèse, ce que fournira du coup un rapport de diagnostic PEMD. Et pour du coup peut-être apporter une clarification sous l'angle de ce qui a vécu en fait entre la loi de 2011 où les diagnostics déchets étaient obligatoires et où on a commencé dans le cadre de l'éco-responsabilité à s'intéresser aux ressources. On a fait cohabiter en fait un diagnostic déchets et un diagnostic ressources qui convergent aujourd'hui dans le cadre de la réglementation PEMD et qui définitivement entérine un diagnostic unique et final qui est produits, équipements, matériaux, déchets. On ne parle plus de diagnostic ressources ou diag déchets, on parle de diagnostic PEMD. Oui. Voilà, c'était juste une petite précision pour recirconscrire le contenu du décret qui encadre cette mission. Oui. Olivier, pour préciser... Non, je voulais préciser quand même que dans le DIAC PEMD, au niveau des déchets, ça va beaucoup plus loin hein, sur le travail des filières, la logistique et tout ça. On doit s'en soucier beaucoup plus qu'on ne faisait dans le DIAC déchets. Et par rapport à la globalité, la question que vous posiez sur la globalité, il y aura aussi une différence, c'est que ce ne sont pas les mêmes assurances. Un diagnostiqueur PEMD doit avoir une assurance spécifique qui n'est pas la même qu'un diagnostiqueur amiante, plomb, termite avant démolition. Donc il y aura quand même cette différence, ne serait-ce qu'au niveau assurance, hormis les compétences. Oui, Jérémy, pour Toulouse, vous avez donc commencé effectivement à faire des diagnostics PEMD. Vous avez un premier retour d'expérience qui ont été par les opérateurs qui ont réalisé ces diagnostics ? Alors, on a différents maîtres d'ouvrage donc dans le cadre des chantiers exemplaires qui ont commandé des diagnostics. Et effectivement, on a des choses qui sont à la fois très très enrichissantes, pertinentes et nécessaires pour pouvoir permettre le réemploi. Et on a aussi, mais ça ce sera toujours le cas, on a des rendus plus ou moins bons forcément. En tout cas, nous on a à cœur de développer une commande un peu. Nous, on aimerait bien avoir quelque chose d'assez standardisé pour que justement on ait un outil à la fin standardisé dans le rendu pour qu'on arrive en fait à faire ce communiqué. Ce diagnostic-là doit servir à d'autres, c'est-à-dire que on doit à la fin pouvoir permettre la circularité des ressources et pour ça, faut avoir une certaine standardisation. Oui, parce que les rapports sont pas standardisés aujourd'hui encore. Laurent, en termes de trame du rapport, on a vu que c'était complexe, hein, il y avait plein de choses à regarder, donc c'est aussi difficile à standardiser quand il y a des éléments complexes. Alors j'avais deux questions, c'est à la fois est-ce que les rapports sont standardisés, et puis aussi on voit la réponse à l'appel d'offres du diagnostiqueur. Il faut que les missions elles soient à peu près sensiblement égales pour qu'on puisse comparer les réponses. Donc à cela, en fait, il y a une réponse du coup qui est en train de s'opérer par le biais de l'AFNOR, qui est en train de prévoir une commission de normalisation pour prévoir du coup une norme pour la réalisation du DIAC PEMD. Bien évidemment, ça va nous donner un cadre fruit d'un consensus entre tous les acteurs de la filière. Hein. Et donc les travaux démarrent. Donc la profession pourra s'attendre à s'appuyer sur une norme pour gérer ses missions. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le contenu finalement d'un diagnostic PEMD, il est quand même circonscrit par la publication et l'écriture du décret, qui est quand même assez complet. Et le troisième point, c'est que finalement le formulaire de récollement du CSTB qui sera du coup proposé à la profession, et on attend vraiment avec beaucoup d'intérêt l'arrêté à apparaître. Ce formulaire de récollement, il va quand même cadrer les informations et les données qui devront figurer dans ce diagnostic.
Oui, il faudra avoir les données d'entrée pour pouvoir remplir les éléments dans le formulaire. Mais Olivier, on voit qu'il y a une nécessité, c'est ce que disait Jérémy, de l'ensemble d'une filière, de se mettre en ordre de marche pour à la fois faire les bons diagnostics, valoriser les déchets, parce que sinon ça peut être un vrai problème aussi pour le bâtiment, de ne plus avoir de matériaux ou des matériaux trop onéreux pour continuer à construire. De toute façon, ça c'est toute la réflexion de la loi AGEC, dont sur ces 130 textes qui se sont résumés en 5 grandes familles, il y a économiser les ressources. Donc c'est tout le but de cette réflexion. Et donc effectivement, en identifiant bien des déchets, on va pouvoir avoir des préconisations plus claires sur leur tri à la source, au moment essentiellement de la déconstruction. Mais bon, là on parle avec le DIAC PEMD de déconstruction, démolition, mais il y a aussi des déchets sur les chantiers neufs. C'est pas négligeable. Mais effectivement, ils seront bien triés à la source. On pourra les flécher, on pourra se préparer à les recevoir, et ensuite, on peut espérer du coup réindustrialiser des territoires en se disant j'ai effectivement des filières de plâtre, des filières de laine de roche à faire pour le recycler. Aujourd'hui, vous avez une usine avec un projet d'une deuxième pour recycler la laine de roche ou de la laine de verre. Vous avez 4 ou 5 centres qui refont du gypse pour réincorporation en France à partir de déchets de plâtre. Bon, c'est très peu, et ça veut dire que quand même, il y a quelques camions qui doivent faire quelques kilomètres pour aller amener ces matières. Donc oui, c'est une demande vertueuse pour que tout ça économise les matières premières. Oui. Au niveau, Jérémy, au niveau du marché, de ce que vous avez mis en place à Toulouse, 5% de réemploi, est-ce que vous y arrivez là sur les premiers diagnostics que vous réalisez? Alors, pour l'instant, on a... les chantiers qui ont été réalisés sont des chantiers de déconstruction. Donc pour l'instant, on n'a pas testé le 5% réemploi. On est en train de travailler dessus. On n'a pas encore de la réception du chantier en disant ça y est, on a les 5% de réemploi. On sait que c'est faisable, ça a été fait au-delà même ailleurs. Donc on sait que c'est faisable. Mais il y a aussi un pari de la part de l'ensemble des acteurs là localement de se dire même si aujourd'hui on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas encore toutes les filières, tout n'est pas encore en place, on y va. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que, par exemple, pour la formation diagnostiqueur, parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, dans le cadre des actions du projet, il y a différentes actions de formation pour les acteurs du territoire. Et il y a notamment une expérimentation là, de 2 sessions de formation diagnostiqueur, donc en janvier et en avril, formation certifiante du coup pour avoir le titre justement, et qui permettront de s'assurer que localement on a des diagnostiqueurs qui pourront répondre au marché à groupement de commandes qu'on est en train de lancer avec l'ensemble des signataires de la charte. Voilà. Oui, donc on voit que la formation, effectivement, des opérateurs des diagnostiqueurs qui vont réaliser les diagnostics PEMD, on en discutera tout à l'heure avec Dominique Piton de Labocert, on rentrera dans le détail de la formation. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi informer l'ensemble des acteurs de la filière, parce que finalement, il y a un réflexe à acquérir, un peu comme il y a le réflexe sur l'amiante, il y a le réflexe sur le plomb, la protection des travailleurs et des occupants, et puis il y a un réflexe sur l'efficacité énergétique, il y a un nouveau réflexe sur le réemploi, le recyclage. Oui, bien. Alors, je profite en fait effectivement de ce travail d'information qu'on est en train d'opérer d'ailleurs. Il faut faire comprendre à l'ensemble des acteurs que le sujet va être particulièrement vaste. Il va impacter les rénovations significatives de plus de 1000 m². Évidemment, c'est énormément de chantiers qui vont être concernés. Et c'est toute une filière en fait qui est en train de se mettre en place. L'économie sociale et solidaire qui va jouer un rôle particulièrement important et impactant dans sa capacité finalement à recycler une typologie de matériaux qui n'auront pas forcément de valeur économique dans le circuit classique. L'acculturation des AMO et des maîtres d'œuvre
sur la pertinence en fait pour un maître d'ouvrage d'aller souscrire les services d'un AMO pour agréger la data. Hein, le formulaire de récollement que le maître d'ouvrage va devoir fournir, ben, il est particulièrement impactant. Il va falloir analyser les données d'entrée et les données de sortie pour pouvoir justifier en fait de ce qui aura été effectivement réemployé, revalorisé. Voilà. Et donc du coup, je pense que c'est un bol d'air en fait qui doit être pris par l'ensemble des professionnels de la construction, ingénierie, opérateurs de repérage, maîtres d'ouvrage. En fait, tout le monde doit comprendre que c'est un véritable enjeu de société, d'éco-responsabilité qu'il y a derrière. Olivier. Oui, je voulais revenir sur l'importance justement de cette certification par rapport à ce nouveau métier et à la nécessité des maîtres d'ouvrage, des clients, d'être assurés sur ce qui se passe. Pour nous, par exemple, chez FEDEREC, le titre certifiant, c'est au minimum entre 10 et 15 jours de formation. Et là, effectivement, donc ça donne quand même l'ampleur de ce qu'il y a à acquérir. Donc ça veut dire que quand vous avez des formations qui sont de quelques jours, 4-5 jours, ça existe, ça va donner un certificat, mais ce n'est pas la même chose qu'un titre. Et puis après, si vous avez une formation qui fait une journée, ben, c'est une information, c'est pas une formation. Parce que c'est un marché, hein, c'est un marché économique, donc il y a plein de gens qui essayent de s'en saisir, et je veux bien essayer de remettre les choses à leur place pour les maîtres d'ouvrage, qui ne se disent pas que quelqu'un qui a passé une formation d'une journée est formé comme quelqu'un qui a suivi une formation de 15 jours. Oui. C'est pas du tout la même chose. Bien sûr. On voit aussi sur le diagnostic immobilier qu'il y a un élément de blocage souvent qui est l'assureur, l'assurance, donc qui fait le tri entre les différentes compétences des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui les assureurs ne demandent pas des formations, comme vous décrivez, certifiantes pour dire si tu veux faire du diagnostic PEMD, il faut que tu sois vraiment formé correctement? Alors aujourd'hui, de toute façon, diagnostiqueur PEMD, c'est une assurance particulière, hein, dédiée, qui est décrite dans la loi. Donc ça, c'est très bien. Il y a déjà des assureurs qui assurent sur cette activité, bien sûr. Non, tous les assureurs assurent. La différence, ça va être la fin, puisque on parle des déchets, mais aussi on parle du réemploi. Et tout l'enjeu dans le réemploi, et c'est pour ça qu'un diagnostic doit être très bien fait, et que je faisais un peu la différence tout à l'heure, c'est qu'à terme, un bon réemploi, c'est quelqu'un qui va produire ce réemploi, c'est-à-dire dans le cadre d'une démolition, qui va mettre dans de bonnes conditions des matériaux à jour et à disposition, en les stockant, en les répertoriant, mais il faut aussi qu'ils soient insérés dans un projet neuf. Et c'est là que l'assureur apparaît, puisqu'il va devoir donner soit une biennale, soit une décennale, et il va assurer ce nouveau matériau, s'il arrive à clairement l'identifier, et il aura été clairement identifié grâce au DIAC PEMD et ressources qui vont être allés jusqu'au bout en prouvant la vie, le passif, le passé de ce matériau, et donc effectivement, il est réemployable dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles attentes techniques qu'on a pour lui. Et là, l'assureur et le bureau de contrôle vont pouvoir se positionner. Oui, donc il va être particulièrement vigilant sur la qualité du diagnostic fait, donc par la personne qui l'a fait, et donc sa formation. Oui, on pourrait, là j'y vois un biais, hein, si vous permettez, c'est finalement on pourrait se dire, quand on maîtrise pas suffisamment le sujet, on limite le nombre de réemplois parce que comme ça je prends moins de risques. Et on voit que ça va pas dans le sens de l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage qui a intérêt à favoriser le réemploi. D'où la nécessité d'avoir une formation de qualité. Jérémy, oui. Oui, non, c'est l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage de favoriser le réemploi. Là, c'est pareil. Hein, la maîtrise d'ouvrage, très souvent, elle peut s'arrêter à des freins, même des freins psychologiques. Hein. Parfois, on cite souvent les problématiques de réemploi de sanitaires, par exemple. Culturel. Oui, on a des gros freins. Est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui à acheter en vente, en voie de futur achèvement, sur un logement dont certains équipements ne seront définis qu'en fonction des ressources qu'on va trouver, c'est quand même pas évident, quoi. On a les freins, nous, on les rencontre en permanence, et c'est bien pour ça qu'il a fallu tout un projet, qu'il faut encore tout un projet pour développer le réemploi, parce que les freins, on les trouve partout. C'est pas facile au niveau de l'assurance, les bureaux de contrôle également, au niveau et même au niveau de la commande. Hein, on doit sensibiliser tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui des diagnostiqueurs qui ont dit OK, on va sur ce marché, on embrasse ce nouveau métier? Oui, localement, on en a quelques-uns. À mon avis, ils sont trop peu pour l'instant par rapport à ce qui est attendu
et à ce qui est nécessaire, oui. Voilà, on va prendre... Juste par rapport à une remarque qui était là sur la discussion, je me permets juste de dire qu'un un marché à groupement de commandes, ça veut pas forcément, c'est pas un marché mono-attributaire pour autant. Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir plusieurs personnes retenues dans le cadre d'un marché à groupement de commandes. C'était la question, alors peut-être Morgane, c'est Oui. marché à banc de commande. Alors peut-être on peut relire la question et puis répondre. Pardon, parce que tout le monde ne la voit pas, vous êtes les seuls. Elle était... Comme vous êtes à distance, vous êtes le seul à la voir. Vous avez été, Alors, vous êtes favorisé. En fait, on me faisait remarquer à juste titre qu'il fallait faire attention avec les marchés à groupement de commandes parce que ça risquait de réduire le nombre d'intervenants et du coup d'aller à l'encontre de l'objectif qu'on avait de développer la filière. Donc, du coup, je disais qu'un marché à groupement de commandes pouvait permettre quand même de sélectionner plusieurs personnes et donc pas seulement favoriser un acteur. Voilà, merci d'avoir posé la question et la réponse. Morgane, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, on va poser une autre question du public pour y répondre avant de clôturer cette table ronde. Alors, on a une question de Jean qui dit que vous avez parlé de prérequis pour les diagnostiqueurs et qui aimerait savoir quels sont-ils. Voilà, la question des prérequis. Oui. Alors, j'ai pas tout le texte en tête, mais de toute façon, je crois que c'est Bac+2. Et avec une expérience dans le bâtiment. En fait, c'est assez proche de ce qui se passe pour un diagnostiqueur amiante. Il faut une culture et un diplôme dans les métiers du bâtiment. Oui, il faut des connaissances sur la structure du bâtiment, des connaissances en économie de la construction, des connaissances sur les filières d'élimination des déchets, des connaissances sur évidemment les typologies de matériaux et sur la capacité en fait à être déposé, stocké, transporté. Voilà, donc c'est quand même assez vaste et j'en profite en fait pour inviter en fait tous les opérateurs de repérage, tous les diagnostiqueurs aujourd'hui. Bien sûr, je représente et je défends les intérêts de cette profession, mais nous sommes des gens responsables et nous avons su en fait depuis 20 ans à nous adapter aux évolutions réglementaires pour l'amiante, pour le plomb, pour le gaz, pour les performances énergétiques, et on va savoir appréhender en fait tout ce contexte technico-réglementaire du PEMD par le biais de formation, et s'il faut 10-15 jours pour acculturer des collaborateurs et les faire certifier, eh bien on s'adaptera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'invite tous les professionnels du secteur du diagnostic immobilier à comprendre et à embrasser pleinement avec beaucoup de professionnalisme ce nouveau segment. De toute façon, il va y en avoir besoin compte tenu de la volumétrie en fait et des chantiers impactés. Justement, oui, volumétrie, on estime qu'il faudra combien de diagnostiqueurs? Est-ce qu'on a fait une étude? Il y a on peut se lancer comme ça un chiffre comme ça Alors, il y avait une vieille étude ADEME, comme on dit. Quand on cherche des études, on se réfère souvent à l'ADEME. Il y avait une vieille étude ADEME qui parlait d'une nécessité de 5000 diagnostiqueurs. Ah oui, donc effectivement, il y a sachant qu'aujourd'hui, de répertorier, on est très en dessous de ce chiffre. Ouais. Donc, je pense que la Bossert et d'autres ont de beaux jours devant eux. Une question encore du public qui est avec nous dans la salle. Hein, C'était pour préciser au niveau des obligations du diagnostiqueur, aux dernières nouvelles, il faut une connaissance, une très bonne connaissance en économie circulaire. Avec notamment une capacité, faire reconnaître 3 ans ou 2 ans d'expérience professionnelle là-dedans. Et pour votre dernière question qui était sur le nombre des chantiers, pour en avoir discuté avec le CSTB, ils estimaient ça entre 5 et 10 000 chantiers par an. 5 et 10 000 chantiers par an qui sont plutôt sur des gros chantiers du coup. Hein. Plus de 1000 mètres carrés, ouais. Et voilà. Olivier, et qui se sont démultipliés de par la réhabilitation et la rénovation lourde. Effectivement, en démolition, il y en avait moins, et maintenant, il y a le potentiel qui est beaucoup plus important. Ouais, la rénovation lourde des bâtiments. Voilà. Allez, une dernière question. On la prend dans le public. Allez, madame. Ça y est, c'est parti. Quand les questions sont parties, après, on ne s'arrête plus. Bonjour à tous. Alors, c'est plutôt une réaction à ce fameux diagnostic ressources, parce que nous, on est diagnostiqueur et aussi assistant maître d'ouvrage, et le diagnostic ressources, c'est une question qu'on a de manière récurrente. On retrouve cette fameuse ambiguïté entre diag PEMD, diag déchets, diag réemploi, diagnostic ressources. Et je pense que il faut faire très attention à ne pas maintenir cette incohérence de manière à valoriser, je pense, véritablement le diagnostic PEMD et le travail du diagnostiqueur PEMD.
Le diag de ressources, d'abord, n'a aucune légitimité réglementaire. Il n'est pas réglementaire. Voilà, il n'y a pas de. On a appelé un jour, je ne sais pas qui, diagnostic ressources, pour effectivement analyser d'un peu plus près une autre façon d'appréhender les éléments constitutifs d'un bâtiment dans cette logique de recyclage, de réemploi. Mais véritablement, le diag PEMD a vocation maintenant, en mettant au cœur de la réflexion et de la priorisation des modes de traitement, le réemploi. Donc, à mon sens, il fait le travail de globaliser et d'inventorier de manière globale la ressource. Et ensuite, effectivement, quand on rentre en phase étude, et c'est important de distinguer la phase diagnostique de la phase étude et conception, là, effectivement, on rend, à partir d'un premier inventaire et d'une première visualisation de la ressource, grâce au diagnostic PEMD, on rentre dans une phase étude avec vraiment de la conception, des études de faisabilité du réemploi, à partir de, bien sûr, ce qui aura été identifié dans le diag PEMD, mais on va beaucoup plus loin dans la faisabilité technique, financière, logistique. Et voilà. Donc, je pense que ça ne peut qu'aider le métier de ne plus confondre et de ne pas encourager cette incohérence qui perdure encore dans des appels d'offres, dans les discussions. Et nous, on fait un travail de pèlerin pour essayer de bien distinguer ce qui est de l'ordre de la prestation du diag et où est sa limite versus une étude que moi j'appellerais plus étude que diag ressources, qui a vocation à investiguer un petit peu plus la faisabilité du réemploi et de la réutilisation. Très bien. Voilà. Justement, finalement, c'est la maîtrise d'œuvre aussi, elle doit s'accaparer ce sujet et savoir se servir aussi de ce diagnostic PEMD. Oui, on remarque aussi, du coup, dans les cadrages des marchés qui sont opérés par les maîtres d'ouvrage. Souvent, en fait, c'est une prestation globale d'accompagnement qu'ils souhaitent. Et aujourd'hui, on est amené, en tant que diagnostiqueur PMD, à co-répondre avec des AMO économie circulaire ou de la maîtrise d'œuvre économie circulaire. Et du coup, voilà, c'est des rapprochements qu'on n'avait pas l'habitude forcément d'opérer, puisque généralement, on répondait sur du cadrage amiante et plomb, de repérage avant travaux ou avant démolition. Et derrière, il y avait une AMO amiante ou une maîtrise d'œuvre amiante éventuellement qui était souscrite par la maîtrise d'ouvrage. Mais là, les objectifs de réemploi et d'agrégation de la data au final, parce que c'est ça, l'idée c'est de décarboner et de pouvoir en fait justifier de ces données d'entrée, de ces données de sortie. Du coup, ça s'inscrit certainement dans une prestation assez complète où il y a le diagnostiqueur, l'AMO ou la maîtrise d'œuvre économie circulaire qui interagit ensemble. Oui, si je peux me permettre, comme je disais, il ne faut pas oublier qu'un matériau réemploi, si on ne veut pas qu'il devienne un déchet, il faut savoir où le réemployer. Et ça, c'est tout un réseau. Et donc, c'est tout un métier qui est effectivement dans les mains d'un AMO économie circulaire. Oui, Jérémy, pour vous faire part, pour que vous nous fassiez part de votre retour d'expérience, effectivement, sur les appels d'offres, aujourd'hui, vous ne parlez plus que PEMD, vous ne parlez plus de diag ressources. C'est ça. Là, l'idée, c'est vraiment de faire le marché à groupement de commandes pour cadrer la commande sur le PEMD. Ouais. Voilà, donc ça c'est clair au moins. Voilà, on peut applaudir tout le monde. Merci à vous. Merci Jérémy d'avoir été à distance avec nous. Je vous laisse regagner vos places.